Bienvenue à cet autre numéro des grandes rencontres de Joël Etienne. Aujourd'hui, l'invité que je reçois a servi pendant longtemps en tant que journaliste, en tant que directeur général de Fratmat. Il est ressortissant de Yamoussoukro, non loin de la grande famille Akoué. Notre ami, notre grand frère, notre aîné, depuis longtemps qu'il a pris sa retraite, il ne fait qu'écrire. Auteur de plusieurs essais, je reçois pour vous Jean-Baptiste Akourou. Akourou, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Baptiste Akourou, quand on dit le nom Jean-Baptiste Akourou, on fait référence à qui? Disons qu'on fait référence à moi, mais pour être plus vrai, c'est un nom qui prête à confusion. Il n'y a pas beaucoup d'Akourou dans le pays baoulé. Oui, il y en a pas même. Vous êtes le seul. Et il y en a quand même un peu. La première fois que j'ai rencontré le nom Akourou, c'est du côté de Kokumbo. J'ai vu Akourou. Et puis, une fois, je suis allé en reportage du côté de Jacquesville. J'ai vu d'abord le bac qui s'appelait Akourou et le village de Yassé qu'on appelait Akourou. Alors, je suis parti et puis j'ai demandé à mon papa, c'est quoi cette histoire Akourou disséminée un peu partout comme ça. Bon, de ce que j'ai retenu, parce que c'est ça qu'il faut aller au débat important, mon grand-père, qui s'appelle Akourou, et qui a donné à mon papa son nom Akourou Kakou, moi, à l'état civil, comme chez nous les Baoulés, on ne transmet pas le nom. Le nom devient prénom, le prénom Absolument. devient nom. Absolument. Donc moi, à l'état civil, j'ai perdu le nom Akourou, je m'appelle Kwakou Nguessan. Et quand j'ai commencé à travailler, que je suis arrivé à Frat, déjà au lycée, je me faisais appeler Jean-Baptiste Akourou, parce que je voulais garder ce nom qui était assez rare. C'était pas comme le Kwasi, le Kwakou ou le Kwame qu'on rencontre à tout bout de rue. Et puis bon, par les fêtes que j'ai appris de mon grand-père, grand chasseur, grand travailleur et tout ça là. Donc, quand je suis arrivé à Fratmat, il y avait 3 Kwakou Nguessan. J'ai dit non. Et c'est en quelle année ça? Je suis arrivé à Fratmat en 1981. J'ai dit bon, je vais ressusciter mon Jean-Baptiste Akourou que j'avais déjà au lycée. Et c'est comme ça que j'ai pris. Voilà pour résumer. Un nom d'emprunt professionnel. Bon, disons que quand il y a eu le multipartisme, beaucoup de gens on parlait de journalistes encagoulés. Il y a des gens qui se cachaient. Mais moi, dans mon cas, tous ceux qui m'ont connu au lycée savaient que je m'appelais Jean-Baptiste Akourou. Mais quand j'ai commencé à travailler à l'état civil, dans tous mes papiers, c'est mon nom de l'état civil. Mais très tôt, j'ai commencé à signer sous le nom Jean-Baptiste Akourou. Et d'ailleurs, parfois, ça m'a posé des problèmes parce que je recevais des invitations de l'extérieur. Le billet vient au nom de Jean-Baptiste Akourou. Sur le passeport, c'est Kwakou Nguessan. Ce n'est pas forcément la même personne. Voilà. D'accord. Et Jean-Baptiste Akourou a fait un long parcours, quasiment du début jusqu'à la fin à Fratmat. Non, il faut dire que j'ai commencé ma carrière comme journaliste de développement rural. Quand j'ai fini, en 1977, j'ai commencé à travailler dans un office qu'on appelait Office national de la promotion rurale, ONPR. On faisait beaucoup de communication en direction du monde rural, des films, on projetait à la télé, donc on faisait ça avec la télé. Il y avait un petit journal qui parlait des activités des villages, du monde rural. On appelait ça Promo Village. Et c'était vraiment une cellule qui a beaucoup travaillé pour la promotion de l'agriculture ivoirienne. Mais surtout, non, l'agriculture c'est autre chose, mais la promotion du monde rural lui-même, parce que à l'époque il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui les COPEC. Ça a été initié justement par l'ONPR. On appelait ça CREP, Caisse rurale d'épargne de prêt.
Donc il fallait apprendre aux paysans à économiser pour épargner. Pour épargner. Et on apprenait aux paysans comment entretenir les puits. Donc il y avait un puits, on faisait un mur tout autour pour que les animaux ne viennent pas. Les eaux du ruissellement aussi. Voilà. Et on leur apprenait à avoir une caisse à pharmacie. Bon, il faut dire que les premiers soins. Pour celui qui se fait mordre ou bien pour celui qui a un accident de machette. L'agriculture, c'était la production. Et cet aspect, c'était l'accompagnement des producteurs. Et donc, il y avait beaucoup de volets là. Et donc, chaque mois, il y avait une émission qui passait sur la RTI, qui parlait des efforts de développement du monde rural, avec leurs joies, leurs peines et tout ça là. Et tout à fait pour finir sur ce chapitre, on s'est servi de certains artistes qui avaient une certaine audience en milieu rural pour faire des chants. Et c'était des chants de sensibilisation à un certain nombre de thématiques développées. Et c'est justement l'ONPR qui a révélé une grande dame qu'on appelle Zélé de Papara. Ah oui? Oui. Elle a disparu, nous on ne connaît pas. Non, mais c'est tout à fait vers Tingrela, au fond là-bas. Mais elle a une voix. Et donc pour le pays sénoufo, pour toute cette zone-là, on lui donnait des thèmes à développer pour les cotonculteurs, pour les éleveurs, pour éviter les conflits paysans, planteurs, éleveurs. Et elle chantait ça. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé. Puis 77, quand en 1980, on a commencé à casser les sociétés d'État. C'était une société d'État. Oui. C'est là que j'ai décidé de venir à Fratmat. Ça a été mon bonheur parce qu'en 81, M. Mirmont cherchait des journalistes pour développer les informations qui viennent des régions. Et comme moi, je venais donc du monde rural, c'était facile. Et je suis parti. J'ai eu la chance d'être intégré et j'étais justement en ce service qu'on appelait à Fratmat ville et village, qui parlait des informations de l'intérieur du pays. Quelle expérience, Jean-Baptiste Akrouk, que vous avez gardé de cette longue résidence professionnelle quand même. Après le monde rural, vous avez passé toute votre carrière de 80 jusqu'à ce que vous preniez votre retraite. Je suis resté tout ce temps à Fratmat, mais l'avantage c'est que j'ai eu beaucoup de séquences. J'arrive dans 80, 81, je reste au siège, et puis après, 2 ans après, on m'affecte à Boaké comme chef d'agence. Je vais rester à Boaké de 83 à 86. Je reviens au siège. Je vais quitter maintenant le service ville et village, comme on l'appelait. Je vais aller maintenant au service société. Le service société, c'est un service qui s'occupe de tout ce qui est éducation, santé, la société. Il y avait une équipe. Oui, on était toujours une équipe. Une équipe, hein? Il y a toujours des équipes. Et puis après ça, quand on arrive, c'est bizarre parce que moi j'ai toujours travaillé dans ces domaines-là, mais bizarrement, j'étais perçu à l'extérieur comme un journaliste politique. Tout simplement parce que quand 90 arrive et qu'on sollicitait chaque semaine un journaliste pour aller débattre avec les journalistes des autres rédactions, c'est moi qu'on désignait. Je suis allé 1 fois, 2 fois. Apparemment, j'ai donné satisfaction à mes patrons. Et donc, tout de suite, on m'a titularisé à cette fin-là. Alors, moi qui ne travaillais que sur les histoires d'école, de santé, c'est moi qui allais parler tout souvent de débats politiques et tout. C'est jusqu'en 2002 que pour la première fois, j'ai été officiellement affecté au service politique de Fratmat. Bien. Mais pendant toutes ces années-là, on a pensé que j'étais un journaliste politique parce que je participais à beaucoup de débats. Alors, Jean-Baptiste Akrouk, que nous recevons aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il a beaucoup écrit, il a beaucoup donné. Alors, à quel moment précis les différents présidents qui se sont succédés ont décelé en vous la capacité d'être un dirigeant, un manager,
pour vous confier la direction générale de Fratmat? Bon, monsieur, tiens, faut pas exagérer. Les différents dirigeants n'ont rien décelé à moi. Je vais vous dire une chose. Moi, je viens de Yamoussoukro. Je n'ai jamais rencontré Houphouët de ma vie, jusqu'à ce qu'il meure. Jamais. Mais vous appartenez à sa famille, hein? Non, pas du tout. D'accord. Ma grande famille était, en tout cas, il y avait un de mes grands-pères qui était marié à une de ses sœurs, mais sinon, je ne suis pas de sa famille. D'accord. Bon, je n'ai pas connu Houphouët. Je l'ai connu comme tout le monde, de loin. J'ai travaillé sous Bédié, où j'ai beaucoup défendu le PDCI. Il y a eu même une association des journalistes PDCI créée par Georges Taïb Benson. Ils ont dit, non, donnez ça à Akrou, parce que lui, il aime toujours aller au débat. Donc, il n'y a même pas eu de vote. Hein. On est allé, on dit, non, c'est lui qu'on met là. Bon, j'ai joué ce rôle-là, ingrat, où vraiment, je me battais, je défendais le PDCI. Et puis, bon, ça ne m'a pas donné d'avantage particulier. Je n'en ai pas cherché au demeurant. Et puis, une fois, on est allé à une réunion du l'UNJCI à Bassam, et on devait élire les instances. Et quand je me suis porté candidat, on m'a dit non, lui, c'est un journaliste partisan, il est même conseiller municipal, le compte du PDCI à Yamoussoukro, donc on ne peut pas le prendre. Ça m'a éliminé. Dès que ça m'a éliminé, j'ai compris que si je veux être journaliste, il faut que j'apprenne à être journaliste. Nous sommes tous des citoyens. Le jour du vote, quand tu t'en vas, tu vas voter pour quelqu'un, mais il ne faut pas vouloir mélanger les gens. Et c'est comme ça que j'ai pris un peu de recul. Monsieur Bédié est parti, à le coup d'État. Le cas que tout le monde évoque, c'est le cas de monsieur Laurent Gbagbo. Oui. Monsieur Laurent Gbagbo, j'ai dit souvent, j'ai rencontré mon destin en prenant le chemin pour l'éviter. Parce que si on veut voir, et je l'ai dit toujours, si M. Laurent Gbagbo était rancunier, comme certains chefs d'État, quand il est arrivé au pouvoir, il pouvait dire, ce monsieur, je ne veux plus le voir, enlevez-le. Il ne faut plus qu'il travaille à Fratmat. Parce que lorsque vous écriviez en son temps, quand il était dans vous étiez très acerbe, hein, très critique. Dans l'opposition, je lui ai fait vraiment beaucoup d'articles qui l'ont égratigné. Mais j'ai fait ça. La première interview de M. Laurent Gbagbo qui est passé dans Fratmat en avril 91 et qu'il a beaucoup apprécié. Parce qu'au départ, tous ses collaborateurs ont dit non, il ne faut pas accepter. Akrou, il va aller te poser des questions pièges. Et puis quand au moment de transcrire, il va mettre des choses que tu n'as même pas dites. Non. Il leur a répondu, je fais toujours confiance à quelqu'un jusqu'à ce qu'il me prouve que je ne peux pas lui faire confiance. Donc laissons, on va essayer. On a fait cette interview. Je te parle de 91, Félix Houphouët-Boigny vivait. Gbagbo a eu 5 pages dans Fratmat. Waouh. Le premier jour, 3 pages avec un titre à la une. Et le deuxième jour, 2 pages. Et quand c'est passé, tout est passé comme on l'a conçu. Depuis ce jour-là, il m'appelle mon ami PDCI. Alors, j'ai dit ça parce que au PDCI, on dit que je suis devenu FPI parce que j'avais l'estime du monsieur. Donc j'étais entre 2 chaises. Bon, ça ne m'a pas beaucoup gêné, puisque j'étais en paix avec ma conscience. Et quand il arrive au pouvoir, en 2002, il me voit un jour à un reportage et puis il me dit, mais toi là, on dirait que tu aimes l'opposition, hein? Je dis, comment ça? Il dit, mais quand j'étais dans l'opposition, tu passais de temps en temps à la maison, on discutait. Depuis que je suis au pouvoir, je ne t'ai jamais vu. Je voyage, je ne te vois plus. Je lui ai dit, nous, à Fratmat, on a reçu une lettre qui dit que tous tes voyages, c'est tel journaliste qui doit t'accompagner. Donc, en ce moment, j'étais maintenant le chef du service politique de Fratmat. Mais quand le président bougeait, ce n'était pas moi qui l'accompagnais. Oui. Il dit, ah bon? Et comment ça se fait? Il a dit, mais qui a pu écrire cette lettre? Heureusement, la personne qui a écrit la lettre était à côté. Et c'était qui? C'était
son directeur du protocole, Allô? Ayoma. Non, non, c'était Ayoma. Ayoma a dit, ah, Excellence, c'est moi. Que moi, un peu comme ce qui se passe aux États-Unis ou en France, il y a des journalistes accrédités à l'Élysée, à la Maison-Blanche. Je voulais un journaliste qui vienne, qui te suit régulièrement, qui te connaît. Quand toi-même tu le vois, tu es rassuré, tu sais que lui, là, même si je parle pendant 6 heures, il connaît mes idées, il sait les synthétiser. Et si je parle pendant 2 minutes, il sait les développer. C'est pour cela que j'ai pris l'autre là. Et le président lui a dit, dans le fond, ton idée, tu es parti d'un bon principe. Mais si tu veux prendre un journaliste en Côte d'Ivoire qui me connaît et en qui j'ai confiance, c'est ce monsieur. Ah. Donc celui que tu as mis là, barre son nom, mais celui-là. Bon, évidemment, ça va me créer plein de problèmes, parce que le monsieur était habitué à voyager avec le président, et du jour au lendemain, on dit ce n'est plus toi. Alors, comme tout le monde savait que j'étais l'ami du monsieur, le président m'appelait mon ami. Donc, on a pensé que je suis allé, comme on dit en Côte d'Ivoire là, je suis allé magouiller pour qu'on l'enlève. C'était pas ça. Et c'est pour cela que, quand en 2002, précisément le 22 juillet, non, 26 juillet, il me dit, Jean-Baptiste, je vais te nommer, tu veux quel poste dans la République là. Ça faisait 3 fois Oui. qu'il m'avait proposé des choses, j'ai dit, bon, je vais réfléchir. Mais cela, je m'en rappelle, parce qu'il m'a appelé mercredi. Il dit, bon, samedi, on s'en va à Boaké pour la fête de l'EFA, l'école des forces armées à Boaké. C'était avant la crise. Je dois aller remettre des épaulettes aux officiers sortants. Et puis de là-bas, je viens à Amsokro, je dois recevoir de Villepin et puis d'autres. Alors, je voudrais que tu y réfléchisses. Que sur la terre de tes ancêtres, à Yamoussoukro, tu me dises quel poste tu veux que je te donne. Et même si vous lui disiez que je voulais un poste de ministre, il aurait pu me donner, puisqu'on était justement, j'ai dit, c'était vers le 26 juillet, on parlait du gouvernement de l'âge d'ouverture du 5 août qui est arrivé. Oui. Donc, tu t'imagines, du mercredi au samedi, je n'ai pas dormi. Parce qu'on vous demande. Non, ce c'est-à-dire que je voulez. demandais conseil à des amis. Je dis, de lui dire quoi, de proposer quoi. Ils m'ont donné plusieurs avis. Et puis on s'est retrouvés. Le samedi, là, on est allé faire la fête à Boaké, on est revenu à Yamoussoukro. Et puis vers 23h, tout le monde était rentré. On était deux, comme toi et moi. Il dit, bon, te voilà, me voilà, tu dis quoi? Je lui ai dit, quand tu m'appelles mon ami, ça m'honore beaucoup. Mais il y a des gens avec qui tu as fait la lutte, qui sont encore derrière, qui n'ont pas eu de place. On va me voir tout de suite. Voilà, il a critiqué ce monsieur-là jusqu'à à peine arrivé, il a couru pour aller chercher poste là-bas. Donc vraiment, laisse-moi, à Fratma, tout tu m'as trouvé là. Nomme les autres. Je sais, tu as nommé Freedom Neruda, tu as nommé Das, Diabaté, ambassadeur. Si je demande un poste d'ambassadeur, peut-être tu vas me donner. J'entends même parler d'un gouvernement de l'âge d'ouverture. Peut-être que si je suis moi-même gourmand, je demande, tu peux me donner. Mais dans mon fort intérieur, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour toi pour mériter ça? Donc, laisse-moi là. Et le monsieur, il s'est levé, il m'a salué. Il dit, vraiment, un Ivoirien à qui le président demande, tu veux quel poste? Et qui dit non, il président. dit, non, Président. moi je ne veux pas de poste. On n'a qu'à attendre ton prochain mandat. Ça, c'est rare, hein? Je t'ai dit, on est en juillet 2002. Et puis, on est parti ensemble en mission en Italie quand il y a eu le coup d'État. Tu t'imagines? J'aurais demandé un poste, je l'aurais eu, hein? Mais c'est dit juillet, août, septembre. 18 septembre est arrivé. Vous étiez avec lui J'étais avec quand lui. la crise a éclaté lorsqu'il était en Italie. Voilà. Donc, Et si comme, ça là même, il faut nous raconter un peu bon, alors, comment vous avez eu écho que quelque chose n'allait pas. Pour dire la vérité, on ne savait pas. L'équipe de journalistes, télé, radio, Fratmat, on savait que ce jour-là,
on devait aller à Castel Gandolfo, la résidence d'été du pape. C'est là-bas qu'il devait recevoir le président Gbagbo. Donc, quand c'est comme ça, nous, les journalistes, on se lève tôt, on prend nos petits déjeuners, puis on se prépare. On était là. Quand Alain Toussaint est arrivé, il dit, les gars, ça va? On dit, oui, ça va, on est prêts. Hein? Donc, il a compris que nous, on n'était pas au courant des choses. Il dit, ah, ça ne va pas au pays. Ah. On dit, comment ça? Il dit, il y a eu tentative de coup d'État. Là, la nuit, Bougadoudou est mort. C'est comme ça que nous, on apprend le coup d'État qui est survenu. Bon, donc on était dans cette attente. Quand bon, on a proposé au président de venir à Paris et tout ça là. Et puis bon, à un moment donné, on était là, on a dit, bon, il dit, c'est en Abidjan. Il dit, on ne prend pas les enfants des gens pour aller à la guerre. Moi, je m'en vais à Abidjan. Celui qui est garçon, il veut me suivre, il n'a qu'à me suivre. Ça, mais moi, je m'en vais. C'est Gbagbo Laurent, ça. Et il est venu. Et vous êtes resté? Oui, nous, on est restés. Ah oui, mais ça a été dur. Parce que vous avez perdu la guerre, vous? Non. Nous, on est parti. Tu sais, quand le président doit voyager, il y a un avion qui le dévance. C'est le Fokker 100, qui prend les journalistes, qui prend un certain nombre de techniciens. Et on s'en va. Et puis, lui, il prend son avion de commandement, c'est le Grumman. Donc, quand ça s'est passé comme ça, le pays était un peu dans cette... Il fallait attendre que tout soit pacifié avant que l'avion ne puisse revenir. Donc, nous, on est ce qu'on appelle dans le langage bon, on les accompagne. Et quand on dit, viens partir, on s'en va. Si on dit, il faut attendre, tu attends. Voilà comment on a appris le coup d'État. Et le président rentre? Oui. Vous restez? Oui, après on suit. Pendant combien de temps? Je crois que ça a pris 48 heures, et puis après on a suivi. Et vous venez tomber dans une capitale sans dessous-dessous? Bon, non, il faut dire que, comme la crise elle-même, au niveau de Abidjan, elle a été... bon, ça a été dur, je n'étais pas là. Mais dès que les gens ont pu les déloger d'Abidjan, ils sont repliés à l'extérieur, donc tout a été pacifié au niveau d'Abidjan. Mais, bon, on n'a pas... Moi, je n'ai pas eu peur comme quand on revenait de Kléber. Vous savez que, bon, quand il y a eu les accords de Marcoussis, et surtout ceux de Kléber, il y a eu un partage du pouvoir. Donc, quelqu'un qui était élu, qui avait un gouvernement de 31 ministres, et lui-même donnait aux autres ce qu'il voulait leur donner, on s'en a fait le partage, il se retrouve avec 7, les autres en 6, 5, et comme le MPCI a été assez intelligent pour se métastaser, se diviser en 3. Il y a MPCI, il y a MPIGO, et puis il y a quoi, MJP. Donc, du coup, ils se sont retrouvés à avoir près de 15 ministres. Et le RDA avec, tu vois, 20 ministres. C'est eux qui avaient la majorité. Et ça, quand les gens parlent, font des débats aujourd'hui, ils n'en tiennent pas compte. Tu es à la tête d'un gouvernement où des ministres vont prendre leurs instructions ailleurs. Comment vous pouvez travailler? Ça, c'est pas facile. Bon, fermons cette parenthèse. Oui. Mais je pense que, surtout quand il s'est agi, à un moment donné, d'attribuer le poste, d'avoir le poste de Premier ministre. Bon. La première personne à qui les bien-pensants de France ont pensé, c'était Mme Dagri Diabaté. Et puis, bon, Ouaoua a dit, mais vraiment, vous ne savez même pas cacher votre jeu, quoi. Il a dit non, c'est là qu'on a pris Eliman Diarra. Et puis maintenant, quand il s'est agi du poste de ministre de la Défense, ils ont voulu donner ça à un rebelle. Alors, bon. Donc Abidjan s'est mis en feu ici, Oui. comme vous l'avez appris. Et donc, notre retour, on est arrivé à un moment où la ville était quand même un peu en pleine effervescence. Voilà, pour résumer, ce que je peux dire de cette période-là. Et venait la nomination du DG. Pour moi? Oui.
Ma nomination... C'était une surprise finalement ou bien il vous l'a imposé cette nomination? Bon, disons que, comme je l'ai dit, j'ai rencontré mon destin en prenant le chemin pour le buter. J'avais déjà dit que je ne voulais pas de poste. C'est en 2002 qu'on en a discuté. J'ai été nommé DG en 2006. Ah. Donc, voyez-vous, ça a fait 4 ans. 4 ans. Et ce n'est pas parce que je suis allé demander le poste. Ce n'est pas parce que lui-même m'a dit, bon, je veux te nommer aussi. Il s'est retrouvé des circonstances bizarres. C'est quand Dieu veut te donner quelque chose, il crée les conditions. C'est Dieu qui a voulu que je sois finalement DG. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé qu'à un moment donné, le Premier ministre Charles Konan Banny et le président Laurent Gbagbo ne se parlaient plus. Donc, c'est quand le groupe de travail international est venu en Côte d'Ivoire pour dire qu'il faut donner des pouvoirs propres au Premier ministre. Parce que depuis le départ, il s'agissait d'opposer le Premier ministre au président de la République. Or, quand Banny est venu pour être Premier ministre, pour ceux qui ont suivi, il avait dit qu'il allait travailler en tandem avec le président Gbagbo. Il a même donné une image, un vélo, qui, je crois que c'est en Grande-Bretagne qui a 2 pédales. Donc il y a 2 personnes qui pédalent et qui disent, si on pédale pour aller dans le même sens, on avance. Mais s'il y a un qui pédale pour aller comme ça et l'autre pédale dans l'autre sens, le vélo se bloque. Voilà. Donc, tous ceux qui l'ont envoyé en mission, qui avaient voulu qu'ils viennent s'opposer à Gbagbo, ont commencé à être déçus. On dit, on ne t'a pas envoyé pour ça. Non, on t'a envoyé pour que tu lui rentres dedans. Et il a voulu donc avoir des pouvoirs propres. Le pouvoir propre, c'était quoi? C'est-à-dire, c'est lui, le Premier ministre, qui devait nommer les ministres, qui devait nommer ce qu'on appelle aux emplois civils et militaires. Donc, l'état-major, les chefs, le commandant d'unité. Gbagbo a dit, non, je ne peux pas te laisser ce pouvoir-là. Donc, comme il n'était pas d'accord, il ne pouvait plus. Il n'y avait plus de conseil de gouvernement, pas de conseil des ministres. Alors, Gbagbo a convoqué Banny pour qu'ils se rencontrent. Ils devaient se rencontrer en terrain neutre. Ce terrain neutre, c'était le représentant de la francophonie qui était en Côte d'Ivoire à l'époque, Lansana Kouyaté. Quand il a eu, à l'époque, des problèmes avec Soro, c'est là-bas qu'ils sont allés se rencontrer pour aplanir leurs différends. Donc, ils ont eu la rencontre un vendredi. Et le samedi, à la une de Fratmat, on disait, le Premier ministre et le président se sont rencontrés. Ils sont tombés d'accord. Désormais, c'est la résolution, je ne sais plus 14, combien là. C'était à l'époque où 1733, il y avait tellement... Donc, c'est cette résolution qui allait être la base de leur collaboration. Ça veut dire quoi? Ça voulait dire que Gbagbo acceptait maintenant que ce soit Banny qui nomme aux emplois civils et militaires. Donc, quand il est sorti de sa chambre le matin, le samedi, et qu'il a vu à la une de Fratmat qu'il acceptait que ce soit Banny qui nomme aux emplois civils et militaires, sa première réaction a dit, enlevez-moi le DG de Fratmat. C'était M. Lebris Léon Francis, qui lui-même venait de remplacer Honora de Yedaï. Ça faisait juste 1 mois. Bon. Moi, quand on a nommé M. Lebris, c'était le 26 octobre, je devais aller en vacances le 30 octobre. Quand il est arrivé, mon chef, M. Damoussa, m'a dit, Jean-Baptiste, tu ne peux pas aller. Parce que, tout le monde sait de façon notoire que vos relations ne sont pas très cordiales. Donc, si tu t'en vas 3 jours après, on va croire que tu es jaloux, tu joues, et ceci. Je dis, il n'y a pas de problème, moi je reste. Mais je travaille jusqu'au 15 novembre. Comme tu as déjà signé mon départ, je m'en vais. Il dit, ça me va. Donc, je suis resté, j'ai travaillé jusqu'au 15 novembre.
Et le 15 novembre, j'ai pris mes vacances. J'étais au village. Quand ce 26 novembre, mon épouse, qui m'appelle presque jamais, surtout la nuit, appelle. Coco, tu es où? J'ai dit, je suis là. J'étais en vacances et j'étais parti à Msoukro. Il dit, mais tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Tu regardes la télé? J'ai dit, non, non, non. Moi, je suis en vacances. Je fais le vide dans ma tête. Je n'écoute pas la radio, je ne lis pas les journaux, je ne regarde pas la télé. Elle dit, pardon. Va regarder la télé, le journal de télévision, on parle de Fratmat. Donc quand je quitte, j'étais au milieu de la cour avec des amis, on mangeait, on bavardait. J'arrive au salon, mon papa était assis là, en train de regarder le journal télévisé, lui qui ne comprend même pas français. Mais tous les soirs, il dit, ah, moi, sur la télévision, maniaque. Je n'ai allumé la télé pour que je regarde un peu. Oui. Donc il était là en train de regarder. Et moi, quand j'arrive, je vois Tagro. Je tombe exactement sur cette phrase. Par conséquent, M. Lebris Léon Francis est suspendu de ses fonctions. M. Kwaku Nguessan Jean-Baptiste est nommé DG par intérim. Donc j'apprends ma nomination en même temps que toute la Côte d'Ivoire. Personne ne m'a mis la puce à l'oreille. Tu vois? Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Quand le président a dit enlever le DG là, Lebris, il l'a enlevé. Il dit, mais qui on met? Ils ont pensé tout de suite à un de leurs. C'est M. Frank Anderson Kwasi. Ils l'ont contacté. Lui, il a dit non, il ne peut pas prendre le poste. Parce qu'il était secrétaire général du CNCA, ce qui est devenu la ACA aujourd'hui. À l'époque, on appelait ça Conseil national de la communication audiovisuelle. Et c'était présidé par Diego Bailly, qui était un ami, d'Anderson. Ils ont fait le temps ensemble et tout. Diego était malade. Il a dit, vraiment, même si c'est pour une promotion, je ne peux pas le lâcher maintenant, parce que c'est maintenant même qu'il a besoin de moi. Comme il est malade, moi je suis le secrétaire général, c'est moi qui abat tout le travail, je ne peux pas partir. Je vais apprendre plus tard qu'il y avait une autre raison beaucoup plus familiale. Il se trouve que M. Frank Anderson Kwasi et Honoré Dedaye ont épousé deux sœurs. Et c'est Frank Anderson Kwasi qui a présenté, qui a pris, qui a pris même les mains de Honoré Dedaye pour aller le présenter à Liabi Douayoua pour le nommer DG de Fratmat. Alors, voyez-vous, on enlève Honoré Dedaye et puis Franck arrive. Ça va, tu vois, dans la famille, comment ça présente. Oui, il est allé manigancer pour prendre la place que lui-même il a donnée. Ça va faire des frictions entre les deux femmes, entre les familles et tout ça. Là. Donc lui, il a refusé. Donc quand ils ont dit, mais qui on va mettre? Il dit, mettez à Krou. Ah, d'accord. J'étais pas là, j'étais au village. Lui-même, il était coincé. Il dit, mettez à Krou. C'est-à-dire, là, c'est plus une affaire de... On va demander son avis. Donc, c'est comme ça que j'ai été nommé. Alors, je ne dis pas que ça ne m'a pas plu. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Alors, Jean-Baptiste Akrou, vous êtes le seul directeur général de Fratmat qui avait géré deux gouvernements. Un gouvernement au Golfe et puis un gouvernement au Palais. Comment vous avez géré ces deux tandems-là? Ces deux conflits, si j'ose ainsi m'exprimer. Disons que mon travail a été facilité, honnêtement, par l'ouverture d'esprit du président Laurent Gbagbo lui-même. Quand il m'a nommé, j'ai demandé une audience pour aller le remercier et avoir ses instructions par rapport à la mission qu'il me confiait. Et quand je suis parti, il m'a reçu, il m'a dit ceci. On dit que vous êtes des médias d'État. L'État, là, c'est tout le monde. Donc, tu viens à la tête de Fratmat. Il faut prendre Fratmat pour le mettre au service de tout le monde. Ce n'est pas le journal d'un parti contre les autres partis. Ce n'est pas le journal d'une partie de la Côte d'Ivoire contre les autres.
Ce n'est pas le journal d'une religion contre d'autres religions. Et il faut dire, rendons à César ce qui appartient à César. Quand Honorat de Edagne est arrivé, à l'époque, Fratmat traînait dans le bas-fond du classement. On était tombé, puisqu'on avait épousé les thèses de l'ivoirité et puis Mossi Draman et ceci, cela. Donc vraiment, le journal ne se lisait plus. Honorat a fait un bon travail de repositionnement du journal et il a créé une ligne d'équilibre. Bon, il avait un slogan que les gens détestaient, ni neutre ni partisan, mais en fait, il fallait comprendre que le journal Fraternité Matin était pour tout le monde. Moi, quand je suis venu, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai continué dans cette ligne-là. Et pour te montrer, je vais te montrer un exemple. Voyez-vous, tous ceux qui comptaient en Côte d'Ivoire ont défilé à Fratmat. Vous voyez là, les 3 anciens premiers ministres, M. Ouattara, M. Soro Guillaume, M. Afi. Et quand on fait ça, on les reçoit. Le traitement est le même. Donc nous avons reçu à Fratmat Vaudier, Mabri. Je te dis, la seule personnalité qui n'est pas venue, c'est Bédi. Sinon, tous les autres leaders politiques, Nyamia, Kona, tout ça, là, ils sont passés. Et c'était pourquoi? C'était pour rechercher quoi? Mais pour montrer que le journal appartenait à tout le monde, que nous donnons la parole à tout le monde. Parce que quand ils viennent, c'est pourquoi. Quand chacun vient, il vient dire ça part de vérité. Donc on le reçoit, on lui pose toutes sortes de questions. Voilà, par exemple, M. Ouattara assainit tous les secteurs d'activité. Le bien public est un bien sacré. Nous venons avec des solutions. Tu vois qu'on avait déjà fait sa campagne à d'autres solutions. Là. Tu vois? Donc, nous, on donnait la parole à tout le monde. Chacun vient, il parle. Ce que je veux faire pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on faisait. On ne recherchait rien d'autre. Là, par exemple, je peux te donner un autre document. Quand il y a eu l'accord de Ouagadougou, il fallait le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, Fratmat a pris sur lui. Une édition spéciale. De faire cette édition spéciale on a offert au président de la République, on a donné au Premier ministre Guillaume Soro, on a donné au ministère des Affaires étrangères pour mettre dans nos ambassades, pour que les gens connaissent ce que c'était l'accord de Ouagadougou. Donc, c'est des choses, comme je le dis, on travaillait, nous, en tout cas moi, en tant que DG, je travaillais pour réconcilier les uns et les autres. Oui, mais vous arrivez facilement à rentrer à l'hôtel du Golfe en son temps? Non, mais le Golfe n'existait pas. Le Golfe va exister à partir de 2011. Et toujours dans ce sens de, comme je te dis, de réconcilier les uns et les autres, voilà mon plus beau souvenir. J'ai organisé une fête avec les 4 grandes dames de Côte d'Ivoire. Madame Oufouette-Boigny, Madame Gbagbo, Madame Bédier et Madame Ouattara. Et elles sont venues pour lancer des messages de paix à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Et à ce dîner que nous avons fait venir 10 femmes de Force Nouvelle de Bouaké, 10 femmes de femmes patriotes. Et vous verrez sur cette image, voilà Madame Broguegbé, qui est présidente des femmes patriotes, dansant avec la présidente des femmes des forces rebelles, des forces nouvelles, pardon, de Bouaké. On a fait ce qu'on pouvait pour rapprocher les uns et les autres. Donc quand la crise arrive, parce que tu parles du Golfe, quand la crise arrive, on est là et on se dit, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Mes collaborateurs et moi, on dit, la situation est assez inédite. On n'a jamais vu ça. Mais demain, les Ivoiriens vont chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis. Et donc, cela nous fait obligation, nous, Fraternité Matin, de parler de ce qui se passe au Golfe et de ce qui se passe aussi au Palais. Et c'est comme ça qu'on a fait des articles sur les 2 activités. Je crois, il me semblait avoir envoyé ce document.
que je ne retrouve pas. Eh bien voilà. Voilà ça. Le gouvernement connu aujourd'hui. Je peux l'avoir? Oui. Ça, c'est le gouvernement. Et à l'intérieur, tu verras, M. Ouattara a prêté serment par écrit. Voilà. Ça y est en bas. Le gouvernement. C'est ça. Soro a tenu son premier conseil de gouvernement. Et puis, M. Ouattara qui a prêté serment par écrit. Ça, c'est au Golfe. Hein? Et ils étaient au Golfe. C'était les activités du Golfe. Voilà. Donc, il y avait un correspondant au Golfe. Oui, des journalistes allaient là-bas. D'accord. Ils allaient faire les... Ça, cet article était signé de M. Issa Yo. Et on a même écrit ça, cette lettre, qu'on appelle la lettre de l'éditeur, notre traitement de la crise. On a dit, bon, c'est assez inédit ce qui arrive. Tous ceux qui demain vont vouloir comprendre ce qui s'est passé vont chercher à... Qu'est-ce que Fraternité Matin a dit? Et c'est pour là on a écrit ça. Je ne te cache pas, depuis que j'ai été nommé en 2006, on me laissait travailler tranquille. C'est la première fois où j'ai été convoqué à la présidence. Bon. Non. Quand je suis parti, c'est le Premier ministre Akimbo qui m'a reçu avec le directeur du protocole, l'ambassadeur Aboubakar, Koné Aboubakar. On m'a dit, Akrou, jusque-là, vous travaillez très bien. Le président vous a toujours dit de travailler de façon professionnelle. Mais là où on est arrivé aujourd'hui, là, c'est la guerre. Ceux qui sont là-bas, là, c'est des rebelles. La République, c'est ici. Tu ne peux pas nous traiter à égalité comme ça. C'est la première fois où bon, j'ai été vraiment... Vexé? Non, pas vexé, mais c'est-à-dire qu'on me disait, il faut voir, tu ne peux plus faire comme avant. Donc, on vous propose une autre ligne éditoriale à laquelle vous devez vous soumettre. Bon, mais il faut dire qu'ils nous ont laissé travailler suffisamment bien. Mais là, on était dans une situation assez délicate. C'est vrai. Et moi, depuis là, je me pose beaucoup de questions sur la démocratie elle-même. Regarde. Prenons des cas, pas de chez nous. Maduro, au Venezuela. Tout le monde dit qu'il n'a pas gagné, il est assis là. Oui, Qui s'en va le bombarder? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Hein? On doit aller aux élections en Algérie. C'est-à-dire à 2 jours même de choses. Ça a déjà fait. Non, c'est-à-dire avant d'aller là, à 2 jours d'aller, on arrête un des candidats. Et puis bon, et puis il n'y a rien. Prenez un pays comme le Rwanda, qui agresse tous les jours son voisin, la République démocratique du Congo. Tout le monde est au courant. Mais qui s'en va intervenir là-bas? Qui touche à un cheveu de Kagame? Les gens en parlent, mais il est protégé. Prenons Donald Trump. Tout le monde a voulu qu'on gère les problèmes du Moyen-Orient et pour avoir la paix, 2 États. Un État palestinien à côté d'un État israélien, avec Jérusalem pour capitale. Mais quand Donald Trump arrive avec son unilatéralisme, il dit, moi je reconnais Jérusalem aujourd'hui comme la capitale d'Israël. Et il a déménagé l'ambassade des États-Unis là-bas. Les autres ont fait quoi? Et pourquoi autour de Laurent Gbagbo? Non, je ne fais pas de comparaison. Je donne des exemples pour qu'on voit la démocratie là. Macron fait la dissolution chez lui. Il va aux élections. Il est battu à plate couture. Le Rassemblement national est en tête. Et qu'est-ce qu'ils font? Qui est aujourd'hui Premier ministre? C'est un homme de droite? Ah bon. C'est pas eux qui sont... Si on veut respecter la démocratie là, la démocratie c'est le loi du nombre. Hein. Ah oui. C'est pas eux qui sont arrivés en tête. Donc voyez-vous, moi quand je suis là, notre histoire là, j'essaie de la comprendre, je dis, c'est compliqué notre affaire là. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. Je n'ai jamais vu un seul pays au monde qui organise des élections et puis on dit c'est l'ONU qui va venir certifier. Je n'ai jamais vu. Moi j'ai travaillé pour le GERDES,
avec Maître Sadikou Alou. On allait faire observation des élections. Je suis allé au Togo, je suis allé au Bénin, je suis allé au Gabon. On peut donner des avis. Mais notre affaire là, elle est trop compliquée. Les sons comme ça, mais je crois qu'on s'est compris. On s'est compris. On s'est compris. Alors, quand vous regardez les deux camps, qui a respecté sa parole? Quels deux camps? Le président Gbagbo et son adversaire, puisqu'on parle de réconciliation. Non, moi je ne rentre pas dans ça. Tu sais pourquoi? Tout le processus, c'est-à-dire de 2002 jusqu'à ce qu'on arrive à 2010 pour faire les élections, tous les pourparlers, Gbagbo demandait toujours une seule chose, le désarmement. Il voulait le désarmement des rebelles pour pouvoir aller aux élections. On lui a dit, il faut faire ça. Bon, on va faire un commandement unifié. Donc, on est allé faire un truc à Amsokro. Donc, si le chef d'état-major est des FDS, son adjoint est des forces nouvelles, bon, on a fait toutes ces choses-là. Est-ce que les rebelles ont été désarmés? Non. Donc, vous allez faire des élections avec des gens qui ont le fusil en main. On a vu quand même ce qui s'est passé dans le Nord. L'ancien premier ministre du Togo, Koko Kofigo, il a été mandaté par l'Union africaine. Il était donc le président des observateurs. Mais son avis qu'il a donné là, puisque ça n'allait pas dans le sens souhaité, ça a été balayé. J'ai dit cette affaire-là était trop compliquée. C'est une affaire trop compliquée. Comme c'est compliqué, tu sais, on va laisser ça comme ça. Il y a une phrase que j'aime chez Agimani. Il dit les gens s'amusent. Mais ce Ouattara, son téléphone là, quand on était au golf là, il est trop puissant. C'est ça? Oui. Il avait des réseaux, il avait des relations qui lui ont permis des choses. Ta voix, on dit que quand quelqu'un est plus fort que toi là, il faut reconnaître. Il te frappe, il te tord plus la main, il tord ta jambe. Alors, M. Jean-Baptiste Sakourou, nous sommes quasiment en fin d'émission. Quel est votre plus gros regret dans l'exercice de vos fonctions? Bon, honnêtement, moi j'ai eu la chance de pratiquer un métier que j'aime. Parce que moi j'ai commencé à écrire dès ma classe de 5e dans le collège, au collège Saint-Viateur de Boaké, dans le journal de l'école. Je suis devenu rédacteur en chef de ce journal en ma 3e et je le suis resté jusqu'en terminale. Donc le journalisme, je n'ai pas fait ça parce que je n'ai pas réussi à l'école. Quand j'ai eu mon bac, j'ai passé un concours pour aller à l'école de journalisme de Dakar, aller en France à l'Institut français de presse, terminer au centre audiovisuel de l'Université de Montréal. Donc c'est un métier que j'ai choisi. Je l'ai exercé franchement et ça m'a beaucoup apporté au niveau du développement humain, au niveau des connaissances. Et c'est pour cela que, bon, je te fais une surprise. D'ici un mois bientôt, je te sors un livre que j'appelle Vrai mensonge, fausse vérité. Parce que moi, j'ai eu le temps de connaître la Côte d'Ivoire à travers l'ONPR. J'ai visité presque toutes les régions de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de le Nord a été oublié, le Nord a été négligé. Les projets qui ont été initiés là-bas, à travers Promo Village, à travers choses, même quand Oufoué, à l'époque, a fait sa grande tournée, lui-même s'est rendu compte que le Nord était en retard. Il a développé une sorte de plan Marshall pour le Nord. Mais en plus, il faut expliquer certaines choses de façon simple, mais compréhensible. Quand tu prends toute la Côte d'Ivoire, tous les pays côtiers, depuis le Maroc jusqu'à tu arrives au Gabon, en dehors du cas du Sénégal, où on ne voit pas ce phénomène, tous les pays côtiers, tu prends Conakry, tu prends les choses,
tu prends chez nous ici à Abidjan, tu prends Cotonou, Lomé. C'est-à-dire là où le port se trouve, là où les fleuves viennent se jeter à la mer, là où le blanc est rentré, la colonisation est partie de là. Donc le sud est forcément plus scolarisé que le nord. Quand tu vas à Parakou, au Bénin, c'est la même chose que quand tu vas à Kong ou Dabakala. Parce que pendant longtemps, ces régions-là n'ont pas connu l'école. Et donc, il y a eu beaucoup plus de scolarisation ici au sud. Le port est venu là, on a fait, et donc il y a eu un développement prodigieux du sud, de l'Abidjan et tout ça là. Mais la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir un président comme Houphouët qui a toujours su faire une sorte de péréquation, faire en sorte que les autres régions se développent à travers les fêtes tournantes, les fêtes de l'indépendance et tout ça là. Mais il n'y a de développement que d'hommes. Quand on met les projets là-bas, que vous, votre travail, c'est d'aller habiter chez les autres. Qui va suivre les projets? C'est aujourd'hui à cause de la politique que nos frères du Nord ils vont au Nord. Sinon, ils n'allaient pas. Ça aussi, ils ne veulent pas qu'on le leur dise. Ça a traîné le retard du Nord. Et toutes ces choses-là, je les explique dans mon prochain livre. Il n'y a pas que ça. Donc, je pense que je ne regrette rien dans ce métier. C'est un métier qui m'a permis de connaître mon pays, de connaître les hommes. Ça m'a permis de voyager. Parce que c'est un métier, il y a ça aussi là-dedans. Il n'y a rien de tel que de voyager. Tu es là. Mais c'est un métier qui t'évite la routine. Quand tu es enseignant là, premier trimestre, vous allez faire ça. Deuxième trimestre, vous allez faire ça. Troisième trimestre, vous allez aux examens. Oh, journaliste, il y a des fois, quand tu quittes chez toi pour venir au travail, tu ne sais pas ce que tu viens faire. Tu sais que tu t'en vas au travail. Tu arrives et puis on dit, ah, va faire tes bagages ou voyager demain. Ah, le chef de l'État ou bien tel ministre s'en va ici. Tu vois, il y a ce côté renouvellement tous les jours. Ça me plaît. Bien. Je n'aime pas la routine. Nous avons été très honorés de vous recevoir sur le plateau des grandes rencontres de Joël Etienne. Ça a été un réel plaisir. Et nous voudrons vous remercier tous ceux qui nous regardent. Il s'appelle Jean-Baptiste Akrou. Il a tellement de choses à dire. On l'a reçu pour qu'il nous explique comment, en sa qualité de directeur général de Fratmat, le journal pro-gouvernemental ivoirien, il a dû gérer toutes ces crises. Et au finish, il sort un livre qui s'appelle Vrai mensonge. Vrai mensonge, fausse vérité. Nous vous le recommandons. Ça sort quand à peu près? Disons qu'on va attendre encore un peu, parce que mon éditeur est très adossé au livre scolaire, et comme c'est la rentrée, c'est là-bas qu'ils font leur chiffre d'affaires, on va laisser passer la rentrée. Sinon, on a fini tout ce qu'on devait faire, les corrections et tout. C'est eux qui vont choisir le moment. Voilà. Donc, quand on a fini la rentrée, là, peut-être fin septembre, début octobre, bon, moi, je suis patient. Ça va venir. Il est patient, nous sommes patients. Merci et à très bientôt.